Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio et là on va rentrer dans votre vie quotidienne. Et alors la façon dont notre vie quotidienne, votre vie quotidienne peut être bouleversée, tiens, on commence avec le crédit, avec la consommation, avec le paiement fractionné. Pour le coup, il y a peut-être une révolution là qui est en train de se faire tranquillement et vous allez en être quasiment les premiers informés. On démarre avec Onebank. C'est quand même, alors j'ai écrit le nouveau crédit conso, nouveau crédit consommation, mais ça va loin. Si j'ai bien compris votre toute dernière innovation, Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre Vibou donc est avec nous, directeur général de Onebank, Onebank filiale de BPCE et de Auchan. Et de Auchan, voilà, c'est ça. Exactement. C'était une création de Auchan. Exactement, en 83. Et BPCE est rentré en capital en 2019. Voilà. Et BPCE est majoritaire, mais Auchan encore 49,9. Ouais. Donc oui, d'accord. Donc c'est vraiment quasiment une JV quoi aujourd'hui. Et donc l'idée c'est le paiement fractionné. Oui. Voilà. 4 fois sans frais, machin. Enfin bref, je me souviens des pubs de mon enfance. Frais. Avec ou sans frais d'ailleurs. Avec des frais. Alors vous insistez partout, des frais ridicules, vous dites. Non, mais c'est super intéressant. Alors allons-y avec ça. Parce que je ne savais pas que c'était capé, en fait. Oui, nous, on capte les frais. Justement. Ah, c'est vous qui le faites, c'est pas la réglementation. Ah oui, tout à fait. Donc nous, on capte... Alors, si vous êtes en 3 fois, le montant que vous allez payer, c'est 1,45% par mois. Donc et capé à 20 euros, je crois. À 15 euros. À 15 euros. Et en 4 fois, c'est 2,2%, capé à 30 euros. En clair, vous achetez... 30 euros, même pour un lave-linge, c'est-à-dire même si... Donc, vous achetez une machine à laver 300 euros en 3 fois, vous allez payer 1,45 €. C'est le prix d'un café à Paris, même pas, hein, par mois. Même pas. Il y a longtemps que vous avez pas pris de café à Paris. Alors on va dire un ticket de métro. Un ticket de métro, même pas. Même pas. Donc c'est moins cher qu'un ticket de métro. Et donc vous arrivez à fractionner. Vous trouvez encore des baguettes à ce prix-là, hein, 45, ouais, mais ça va pas durer longtemps. Voilà. Donc en fait, service vraiment très facile d'utilisation. Oui, mais alors attendez. Prix limité. Donc Jean-Pierre, oui. Le truc, si j'ai bien compris, c'est que vous allez nous donner les moyens à nous, consommateurs, pour l'instant, c'est le commerçant qui... avec un accord avec nous. Avec un accord avec vous, dit, je vous fais le 4 fois sans frais. Je propose ça. Le 4 fois avec un tout petit peu de frais, machin, ou sans frais. Ah oui, ça peut être sans frais, c'est lui qui prend à la charge. Exactement ça. Et là, votre dernière idée... Innovation d'aujourd'hui, c'est de dire, nous, on met à disposition de nos clients une app, un compte de paiement, une carte, et avec cette carte, chaque fois qu'il fait des achats, s'il le souhaite, il peut fractionner son paiement. Donc ça veut dire que vous payez directement le commerçant. Exactement. Et que vous prenez le risque du remboursement. Exactement. On fait toujours ça, de toute façon. Mais là, simplement, le client, pour bénéficier d'un 3-4, il faut qu'il y ait un accord entre nous et le commerçant. Là, on dit à nos clients, vous n'avez plus besoin d'accord, comme ça, vous pouvez fractionner tous vos règlements. À partir du moment où vous payez avec votre carte Visa, en France, à l'étranger, sur les sites français, sur les sites étrangers, chez votre vétérinaire, pour acheter vos livres scolaires, votre club de sport, à tout moment, vous pouvez fractionner le règlement que vous avez fait, s'il a été fait avec notre carte bancaire. C'est toujours intéressant quand les patrons donnent des exemples, parce que ça en dit beaucoup sur votre vie, les vétérinaires, et sur vos priorités à vous aujourd'hui. Non mais pourquoi, Stéphane? Pourquoi Stéphane, mais pourquoi? Crédit conso, on ne pense pas aux vétérinaires. Mais aujourd'hui... On le voit bien, les grands e-commerçants ont tous une proposition de paiement fractionné. Pour autant, le petit commerce, les artisans, eux, n'ont pas d'offre de paiement fractionné. Et donc, c'est bien qu'on puisse aussi, chez eux, bien sûr, fractionner notre achat. Donc, voilà, l'idée, elle est là, c'est de renverser la table. Au lieu que ce soit le commerçant qui pousse l'offre, là, le client a à disposition, dans son portefeuille, à tout moment, partout, le paiement fractionné. C'est ce qu'on appelle le paiement fractionné universel. C'est complètement nouveau. C'est un truc de dingue. Mais vous savez bien quelle carte je vais sortir. C'est la carte surendettement. Non, mais non. Bah si. Mais non. Bah si. Mais non, mais si tout à coup le truc qui coûte plus 400 euros justement, mais il coûte. Justement. Mais non, mais alors. 100 euros par 4. Justement, c'est très intéressant parce que dans la mesure où les frais sont limités, dans la mesure où le temps est très limité, 3 mois maximum, hein, parce qu'en 3 fois vous prélevez immédiatement, puis vous faites 2 prélèvements les 2 mois qui suivent, 4 fois un prélèvement, puis 3 prélèvements les mois qui suivent. Donc le temps est très limité. Le surendettement, c'est quoi? Essentiellement des accidents de la vie. Sur des durées longues, sur des emprunts longs, où à un moment donné, vous pouviez rembourser un accident de la vie, une baisse de revenus, et vous ne pouvez plus rembourser. Là, sur une période de 3 mois, les accidents de la vie sont rares. Je vais vous dire,
le taux d'impayé sur le paiement fractionné est le plus faible que Oui, mais bien sûr, mais attendez, là, vous renversez la table. On renverse la table. Vous pouvez pas. Alors, on va en parler après, justement, avec notre philosophe. Se servir du passé pour essayer de prévenir l'avenir est souvent quelque chose de très dangereux, justement parce que vous renversez la table. Donc là, mais alors, qu'est-ce que vous faites? Vous tuez le crédit revolving? Alors, ça, c'est effectivement un bon point, parce que je pense que cette offre-là, c'est un bon substitut au crédit revolving, au crédit renouvelable. Avec des taux d'intérêt qui sont très élevés et qui, pour le coup, ont des durées beaucoup moins maîtrisées. Exactement. Et beaucoup moins de visibilité. Donc nous, on dit aux clients, reprenez le pouvoir sur votre budget. Sachez exactement ce que va vous coûter un crédit, parce que dans l'app, c'est exactement ce qui apparaît, le montant du crédit. Vous savez exactement quand ça commence, quand ça se termine. Je pense que c'est un bel outil contre le surendettement, justement. Mais alors, BPCE, ils sont... Pardon, je vais être un peu trivial. Je ne trouve rien d'autre dans mon cerveau embrumé. Le cul entre deux chaises, quand même. Entre d'un côté, un crédit conso qui peut lui rapporter, et on sait que les banques vont chercher quand même partout aujourd'hui des marges, et qu'elles sont en train de s'effondrer partout. Donc un crédit conso qui continue à lui rapporter des marges intéressantes. Et puis qui débarquez avec vos... non, mais je pense que... 1,45 ou 2,2% nous, ils sont très intéressés pour répondre à des besoins clients. Les clients expriment ce besoin. Et d'ailleurs, l'offre, aujourd'hui on est leader en France, ouais. On lance l'offre dans tous les pays européens, on a le même succès partout. Donc c'est une vraie attente client. Et je pense que nos actionnaires, qu'ils soient distributeurs comme Auchan Holding ou banquiers, sont très intéressés d'avoir des offres qui répondent à un besoin client. C'est ça la vérité. Et pourquoi on progresse de 40 ou 50% chaque année sur ce produit-là? C'est parce que ça répond à un besoin marché. C'est tout. Et comme on le disait tout à l'heure, si vous vous en occupez pas, d'autres s'en occuperont pour vous. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. S'il y a une réelle demande du consommateur. Bien sûr. C'est toujours comme ça. Donc, alors effectivement, ah oui, autre point important par rapport au revolving de ce que vous dites, c'est que le crédit est affecté. Oui. C'est pas une somme d'argent qui tombe comme ça sur ton compte exactement. Et que tu vas dépenser n'importe comment. Voilà. Et le crédit affecté est beaucoup moins source de surendettement aussi, voilà. Parce que ça répond à un achat raisonné, à un besoin, et c'est pas pour couvrir d'autres règlements, d'autres crédits. C'est vraiment affecté à un produit. Donc, vous dites forte progression du truc. Donc, je regardais les chiffres. C'est quoi? C'est autour de 6 milliards d'euros d'encours, c'est ça? Ça vous va, Jean-Pierre, comme estimation? 6 milliards, c'est le marché du paiement fractionné aujourd'hui en France. Voilà, c'est ça. Nous, on fait à peu près 30%, on fait à peu près un paiement fractionné sur 3. Nous, on est très présents auprès des grands e-commerçants. Si vous prenez le top 50 des e-commerçants en France, il y en a 40% qui ont retenu notre solution. On est en train de se développer sur ce qu'on appelle la long tail, hein, les plus petits commerçants, grâce à un onboarding très pratique. Et pourquoi on réussit aussi bien à progresser et à faire la différence par rapport à nos concurrents? Pour plusieurs raisons. D'abord, on est international. Et aujourd'hui, les distributeurs nous disent « Votre solution, elle est bien, mais moi, je la veux sur toute l'Europe. Je veux pouvoir m'intégrer qu'une seule fois, me plugger qu'une seule fois, avoir une solution unique pour tous les marchés européens, ce que l'on leur propose. » Et ce qui est aussi extrêmement important, c'est le taux d'acceptation. Parce que quand vous êtes commerçant, ce que vous voulez, c'est que lorsqu'on propose un paiement fractionné à un client, il puisse l'obtenir. Et nous, on a vraiment les meilleurs taux d'acceptation du marché. C'est pour ça qu'on remporte entre 8 et 9 appels d'offres sur 10 quand ils sont sur le marché. Mais taux d'acceptation, ça veut dire que vous prenez plus de risques? Non, ça veut dire qu'on cible mieux les clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on appelle l'identification digitale et la lutte contre la fraude, nous, on a développé un savoir-faire pour justement nous assurer de qui prétend être derrière son écran lorsqu'il fait une commande, lorsqu'il fait un achat, puisqu'on garantit le paiement aux commerçants. Donc le risque, c'est vous qui le portez. Tout à fait. On le prend nous. Et donc ce savoir-faire qu'on a développé, qu'on met d'ailleurs à disposition de certains de nos concurrents, nous permet d'avoir les meilleurs taux d'acceptation du marché. C'est pour ça que vous nous retrouvez chez les plus grands e-commerçants. Et pourquoi vous le mettez à disposition de vos concurrents? Parce que plus on a de données, plus on est pertinent. Et nous, on estime que la lutte contre la fraude, c'est pas un aspect concurrentiel. Ouais, il est important de partager ça. Et vous êtes aussi en phase, parce que pourquoi j'avais ce chiffre de 6 milliards d'euros, c'est il faut le rapporter à l'encours total Crédit Conso qui est pas loin de 200 milliards. Oui, non, et donc ça veut dire que vous avez un boulevard en fait. Oui. Alors, vous êtes encore en phase d'évangélisation. Bien sûr. Alors après, ce sont des encours très courts. Hein. Le Crédit Conso, qui est sur 10 mois, 15 mois, par rapport à la production, produit des encours beaucoup plus longs, vous voyez, beaucoup plus importants. Lorsque vous avez un crédit sur 3 mois, l'encours est très faible. Je comprends. D'accord. Donc, effectivement, la notion d'encours par rapport aux autres crédits conso est un peu à relativiser. D'accord, j'avais pas cette notion-là. Ah, en oui. fait.
Ouais. Mais même si, enfin, les crédits du conso coup, c'est moins rentable. Du coup, c'est moins rentable. Oui, tout à fait. Mais les crédits conso maximum, c'est quoi? Ça dépend sur un véhicule. Ça peut aller jusqu'à 400 vous pouvez avoir 4-5 ans. Quoi. Ouais, d'accord. Et vous pensez le potentiel du marché, c'est quoi? Doubler, tripler, x10? Aujourd'hui, le marché, il progresse entre 20 et 30% par an. Voilà. La réalité, elle est là. Donc, c'est un marché qui est effectivement intéressant et qui se développe fort. En termes de valo, quand même, je regardais, donc effectivement, vous avez un concurrent, qui s'appelle Klarna, c'est ça, en Grande-Bretagne? Notamment, oui. 31 milliards de valo, le truc? Oui. On comprend qu'il y ait des nouveaux venus sur le marché. Mais c'est forcément. Ils gagnent de l'argent, Klarna? Alors, ils perdent beaucoup d'argent, mais comme beaucoup de fintech. Hein. Voilà, exactement. C'est la course au volume, ce qui fait qu'aujourd'hui, le marché est un peu bousculé par des nouveaux intervenants qui cherchent des volumes sans regarder la rentabilité, mais se valorisent grâce à des volumes importants. Et vous, mais c'est là où ça m'intéresse, et ça intéresse évidemment ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, parce que vous êtes, cadre dirigeant BPCE? Oui. Et donc, votre dose d'autonomie, justement, vous voyez ce que je veux dire. On discutait avec Paul Deleuze, par exemple, à la tête d'Orange Bank. Il y a un volant de perte permis. Enfin, vous jouez avec ça et un investissement qui est évidemment pas celui des startups ou les. Nous, on fait ce métier depuis 2008. Hein. Le paiement fractionné, on l'a inventé en 2008. Et grâce à nos taux d'acceptation et notre capacité justement à limiter la fraude et avoir un taux de risque extrêmement faible, nous, on est rentable sur ce produit-là. Hein. Donc, oui, mais ce que je veux dire, difficulté là-dessus. Ce que je veux dire, Jean-Pierre, c'est qu'il faut peut-être pas être rentable justement pour aller faire de l'acquisition client à tout prix. Alors voilà, c'est le à tout prix. Jusqu'où on va dans le à tout prix. Nous, on n'est pas dans cette course. The winner take it all. Et pour autant, on prend de la part de marché en ce moment. Voilà. Et donc la réalité, c'est qu'il suffit pas de vouloir faire des volumes. Ce qu'il faut, c'est pouvoir avoir les meilleurs parcours de course pour les clients. Il faut pouvoir être omnicanal comme nous, c'est-à-dire que l'offre, ne pas seulement l'avoir sur Internet, mais aussi en magasin. Ouais. Parce que nos commerçants nous disent « Ok, votre offre, elle est super sur Internet, mais moi, je veux la même en magasin. » Et super fluide, j'ai pas le temps. Voilà. Enfin, on les connaît, les commerçants. La capacité d'être dans le commerce physique, ça, les fintechs ne l'ont pas. Et donc, nous, en ayant les meilleurs taux d'acceptation, en ayant une offre qui est internationale et en étant omnicanal, c'est-à-dire en étant en magasin, eh bien, même si on n'a pas la course au volume que vous citez, eh bien, on prend de la part de marché. Non, je disais ça parce que, ceux qui connaissent le secteur bancaire le savent, mais BPCE s'est pris quand même un gros gadin avec une fintech dont je pensais pourtant, mais moi je me suis gouré un nombre de fois. J'ai oublié son nom, dites donc. On parle pas de corde dans la maison d'un pendu, mais quand même, vous allez... Il est possible que vous parliez de Fidor. Voilà, Fidor, dont je pensais donc que c'était une fintech allemande, qui était en fait pratiquement un réseau social autour de l'argent, je me trompe pas. Donc je pensais que c'était un truc assez génial. Bon, et puis c'est avéré que non, ça n'a pas marché, ça a fait de lourdes pertes. Non, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on peut avancer prudemment sur une conquête de marché face à des acteurs comme ultra dynamiques comme Klarna? On n'est pas d'hier sur ce marché. On est depuis 2008. On a une présence internationale. Le métier, on le connaît. Donc, et encore une fois, on dégage de la rentabilité. Ouais, nous, ce qui va nous intéresser, et c'est aussi pourquoi on sort Honnête Plus, c'est d'ancrer la relation avec le client dans une durée longue. Parce que quand vous faites un paiement fractionné, vous rentrez, mais vous sortez aussi vite que vous êtes rentré quand vous êtes client. Vous avez raison. Au bout de 2 mois, 3 mois. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est transformer ce contact qu'on a avec nos clients. C'est 5 millions de clients en France qui utilisent ce service. C'est dire à ces 5 millions de clients, restez avec nous. Et puisque vous appréciez le paiement fractionné, on va vous le mettre à disposition pour l'ensemble de vos achats si vous le souhaitez. Donc vous voyez, on transforme aussi la relation et on essaye de l'ancrer dans une relation plus longue. Sans aucun lien avec un compte BPCE. Sans aucun lien avec un compte BPCE. Banque Populaire, Caisse d'Épargne, pour ceux qui... Voilà, les marques commerciales. Bon, c'est très intéressant tout ça, très très intéressant. Et vous êtes les premiers au monde à faire ça? Oui, pour le coup, c'est complètement innovant. Mais on a été ceux qui ont inventé le paiement fractionné. Mais les Américains vont devenir fous avec cette histoire-là. Ils vont nous copier, on sait bien. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, nous, on souhaite rester innovant, on souhaite accompagner la transformation du commerce. On est né dans le commerce, nous on est né en 83 dans les magasins Auchan, donc voilà, cette fibre, cet ADN du commerce, on l'a, et donc on veut continuer à innover, garder un temps d'avance, parce que effectivement, et vous l'avez dit, on est copié, ouais. On est copié. C'est très intéressant.
Jean-Pierre Vibou, donc le directeur général de Honey Bank, était notre invité sur Bismart. Jean-Pierre Vibou, le directeur général de Honey Bank, était notre invité sur Bismart et Sud Radio. On continue en voiture Simone, justement. Vous allez voir dans un instant. Donc on démarre avec Bertrand Barthélémy qui est avec nous, le CEO de Flowbird. Alors, on avait fait connaissance, Bertrand, il y a on ne sait plus il y a combien de temps d'ailleurs, ni vous ni moi. 4-5 ans. 4-5 ans, alors que la boîte s'appelait Parkeon. Et j'ai découvert, et franchement peu de gens le savaient, que vous étiez le leader mondial des parcs-mètres. Mondial. Installé à Besançon. Discret. Voilà. Vous m'expliquez tout ce que vous étiez en train de mettre au point en termes de... En gros, c'était ça, on peut le dire d'un mot, Bertrand. Le sujet, c'est pas qu'on paye pas le parc-mètre ou qu'on veut pas le payer. Si c'est simple, fluide, sans couture, comme disent les télécoms, à ce moment-là, on paye. Exactement. Et l'intérêt, c'est que ça permet de fluidifier la ville, de permettre aux commerçants d'avoir des clients qui trouvent une place pour se garer, pour rentrer dans leur magasin, aux habitants de trouver une place quand ils rentrent chez eux le soir, d'éviter les voitures qui restent pendant des heures ou des jours au même endroit. Et ça rend un service positif au quotidien. Oui, mais là où vous avez apporté énormément d'innovation, c'est qu'il y a une époque, il fallait des pièces. Enfin, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, pour payer le parc-mètre. Et vous étiez comme ça, j'ai pas de pièces. Eh merde, tant pis, je prendrai la prune. Et donc... Maintenant, c'est arrivé sur notre portable. C'est-à-dire, maintenant, il faut vraiment y mettre de la mauvaise volonté pour ne pas payer le parc-mètre. C'est ça le truc, quand même. Exactement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par mettre la carte bancaire. Ouais. Donc, la carte avec le code. Maintenant, on met la carte bancaire sans contact. Ça devient extrêmement simple. On a évidemment mis le téléphone. Donc, ça vous permet de payer avec votre application. Et d'ailleurs, je vous encourage de télécharger l'application Flowbird. On est le numéro 1 en France avec 210 villes. On va y aller, justement. Et donc, ça devient facile. Et puis, on est en train d'aller au-delà du stationnement. On essaye de vous rendre la vie facile, que vous preniez le bus, que vous preniez un vélo, que vous preniez votre voiture. On veut que tout ça s'enchaîne de façon extrêmement fluide, extrêmement simple, et que vous n'ayez pas à vous enregistrer à chaque fois. Vous voulez devenir une plateforme. Et nous sommes une plateforme. Ah, vous voulez devenir une plateforme. Vous voulez devenir une plateforme. Notre stratégie, c'est de le devenir. Donc, on a commencé à avoir de très belles références. Donc, par exemple, dans la principauté de Monaco, vous pouvez, avec l'application, prendre le bus, le vélo, le parking en souterrain. Il y a des gens qui prennent le bus à Monaco ? Bien sûr. Non, c'était une mauvaise plaisanterie. Et demain, on vous proposera même de rentrer au musée océanographique de Monaco avec l'application. Voilà. Alors, le truc, le sujet, c'est donc sortir du parc-mètre pour en fait être le service de mobilité de la ville. C'est ça que vous voulez faire. C'est exactement ça. Et au service de la ville. Ce que l'on veut, c'est offrir à la ville l'outil qui permet de rendre la mobilité et la mobilité plus écologique facile pour les habitants et pour les touristes. Vous savez, il y a un truc, mais ça, c'est la quadrature du cercle. C'est-à-dire, il y a quand même des institutions. Alors, on vit ici à Paris. Moi, il se trouve que je suis banlieusard, né à Paris, etc. Ça fait 30 ans qu'on attend le ticket unique. Quand je dis 30 ans, moi, j'ai grandi avec le RER. Ça fait 50 ans qu'on attend le ticket unique. Il vient pas. Vous êtes sur des intérêts contradictoires, des luttes de pouvoir entre la région, entre le département, entre la ville, entre les transports privés, les transports publics. Alors je vous rassure. Où est votre baguette magique ? Je vous rassure, il n'y a pas qu'à Paris ou en Ile-de-France qu'on a ces difficultés d'intérêt ou d'aligner les différents acteurs. Mais je reprends l'exemple de Monaco. À Monaco, vous avez le prince qui a décidé d'aligner tout le monde. Ben oui, mais il y a le prince à Monaco. Et ça fonctionne. Mais vous allez à Milan, vous allez à Rome, c'est pas Monaco, et on a fait la même chose. Ah ouais. Et on arrive avec le même système à garer sa voiture, prendre un ticket de bus, rembourser, par exemple, les abonnements de transport public qui n'ont pas été utilisés pendant le Covid. La seule façon qui a été trouvée par la ville de Rome, c'est utiliser nos systèmes. Donc on rend tous ces types de services. Et la difficulté, autrefois, elle était technologique. Aujourd'hui, la technologie a fait suffisamment de progrès pour créer ces plateformes qui permettent de rendre simple la prise d'un moyen de transport et son paiement, sans avoir à se réenregistrer à chaque fois. Et la vraie difficulté, c'est ce que vous avez dit, c'est d'aligner les différents acteurs et les différents décideurs parce qu'ils ont des objectifs ou des organisations qui peuvent être contradictoires. Parce que votre rêve, c'est aussi d'aligner les opérateurs privés qui font des trottinettes, par exemple. C'est d'aligner les opérateurs de VTC. C'est ce qu'on fait à Monaco. Par contre, notre objectif n'est pas de le faire à la place de tous ces opérateurs, bien sûr que non. Mais de faire que la ville puisse
offrir cette plateforme et que les opérateurs se connectent sur cette plateforme de façon à ce que ce soit simple et fluide pour l'utilisateur final. Et donc vous, ça veut dire plateforme œcuménique? Exactement. Qui prend tous les systèmes. Et décidé par la ville et piloté par la ville. Et piloté par la ville. Et donc c'est pas le GAFA qui va décider comment la mobilité va être organisée sur un territoire. Ce sont les responsables politiques à qui nous apportons la solution technologique qui leur permet de prendre ces décisions et de définir eux-mêmes leurs objectifs politiques. Mais oui, parce qu'on est sur des données qui sont quand même nos données de circulation ultra précieuses. Enfin, en plus, on est identifié. Enfin, voilà. On a les données de circulation, on a l'identité, on a les coordonnées bancaires, on sait exactement ce que vous faites, à quel endroit, etc. Et donc, nous, notre engagement, c'est de dire à la ville, ces données, elles vous appartiennent, elles appartiennent aux utilisateurs, et nous, on ne les revendra jamais à personne. Et on vous le garantit. Et en sous-jacent, la petite menace, enfin la petite menace, je ne veux pas dire comme ça, mais vous dites, si on ne le fait pas, nous ensemble là, Flowbird et les mairies, il y en a d'autres qui vont s'en occuper et la nature aura du vide, quoi. Exactement. Ouais. Et donc ce qu'on voit depuis qu'on s'est rencontrés il y a 5 ans, c'est que cette stratégie de plateforme, cette stratégie vers le logiciel, on l'a réussi, année après année, on progresse. Le Covid, l'année dernière, on a été frappé comme tout le monde, et en 2021, grâce à tous ces logiciels, à tous ces moyens de paiement qu'on met à disposition des villes, et on est revenu déjà en 2021 au niveau auquel on était en 2019. Mais pourquoi vous êtes frappé? C'est-à-dire vous touchez une redevance sur chaque transaction? On est frappé parce que nos clients, qui sont les villes, ont été frappés, donc on réduit les investissements, ont arrêté de prendre un certain nombre de décisions, et donc tout a été gelé. Non, c'est effectivement très intéressant, d'où d'ailleurs... Alors, est-ce que c'est ça qui explique aussi le changement de nom et l'idée que... parce que Flowbird, je ne connaissais pas plus que Parkeon, il faut bien le dire. Hein. Exactement, donc le changement de nom, il illustre le fait que nous étions et nous restons un fabricant de matériel. Donc vous pouvez acheter votre ticket de TER en France sur un matériel Flowbird, vous pouvez acheter votre ticket de métro ou recharger votre passe Navigo sur un matériel Flowbird ou le passe-passe dans la métropole européenne de Lille. Mais au-delà du matériel, on a rajouté tout un système de logiciels de paiement, donc en particulier le téléphone, les cartes bancaires et cette place de marché que vous avez au-dessus, qui permet de rendre la vie et la mobilité simple aux habitants et aux touristes. Ce qui me frappe à chaque fois que je vois des boîtes comme vous, Bertrand, magnifique entreprise de taille intermédiaire, c'est qu'on est leader mondial. Donc on ne l'a pas dit, mais vous opérez... Alors c'est les parcs-mètres, j'imagine, 4350 villes. Les parcs-mètres et les logiciels. Donc par exemple en France... Mais par exemple ces plateformes, là, vous avez combien de villes aujourd'hui? On en a à peu près 500 dans le monde, dont 254 en France. Ouais, quand même. Mais sur lequel ne rentrent, mis à part Monaco, puisque Monaco, vous avez le Prince, sur lequel ne rentrent que les opérateurs publics, ou il y a aussi des opérateurs privés, à Rome et Milan, par exemple? Alors, à Rome et Milan, on a les opérateurs privés, et en France, ou en Angleterre, ou en Australie, ou au Canada, ou aux États-Unis, on s'occupe du stationnement, mais on s'occupe aussi du transport public. Et donc, la dernière innovation dans le transport public, c'est la capacité de monter dans un bus sans avoir à s'inscrire nulle part, et vous prenez votre carte bancaire sans contact, vous la mettez devant le valideur, pouf, c'est payé. Si vous êtes 2, vous présentez 2 fois, vous avez 2 tickets, et ça fonctionne. C'est génial. Et ça, on en a vendu 10 en France déjà dans la dernière année. Monaco tourne, Amiens tourne, on vient juste de gagner la ville de Toulouse. On est en train d'installer toute l'Irlande du Nord. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Bertrand, c'est-à-dire que le ROI, puisqu'il faut bien parler de ROI, le retour sur investissement, il est automatique. Si c'est facile de payer, alors évidemment, il y a des gens pour qui c'est cher, mais sinon, les transports publics, quand même, globalement, il y a énormément de gens pour qui c'est rien du tout, en fait. Au-delà de ça, c'est-à-dire que vous enlevez la contrainte ou la difficulté d'acheter votre titre de transport. Et c'est ça. Et donc, si vous avez votre carte de bancaire sans contact ou votre Apple Pay ou votre Google Pay, vous le présentez, ça vous coûte 50 centimes ou 1 euro suivant le tarif, et voilà. Mais vous devez avoir, quelque part, les gains de chiffre d'affaires, justement, bien sûr, amenés par vos équipements. Donc, si je prends l'exemple de Édimbourg, où on fait ça, on s'aperçoit que 43% des gens qui prennent le bus maintenant à Édimbourg, le prennent avec leur carte bancaire sans contact. Donc vous avez beaucoup moins de fraude d'un côté, et puis vous avez un coût pour la collectivité qui est beaucoup plus faible, parce que vous avez pu organiser le réseau de distribution. Mais en termes de revenus pour les transports d'Édimbourg, par exemple, c'est plus quelque chose? C'est plus probablement entre 5 et 10%, quelque chose comme ça.
La personne un gain de 5 à 10% de chiffre d'affaires. Dites à un chef d'entreprise, on va vous mettre un truc, ça va vous faire gagner 10% de chiffre d'affaires. Je pense que personne ne le refuse. Hein. Voilà, exactement. Et puis, c'est complètement sans contact. Donc, ce qui vous bloque, c'est ce qui nous bloque, c'est les luttes de pouvoir. Ce qui bloque la mise en place, c'est la difficulté d'aligner différents niveaux d'organisation territoriale qui ont des objectifs et des contraintes qui peuvent être différents. Et puis après, nous, en tant qu'ETI, et je pense qu'on n'est pas les seuls, ce qui nous bloque, nous, dans notre croissance, c'est notre capacité à embaucher. Là, on a gagné un projet récemment sur l'Île-de-France, on cherche 45 informaticiens. Il faut qu'on monte une équipe de 45 personnes très très vite. Et ça, c'est un exemple. On en a plein comme ça. À Besançon, ils vont bosser, les gars. À Besançon, ou à Paris, ou à Lyon, partout. Et vous mettez en plus, vous mettez à disposition. Parce que c'est ça qui me frappe, c'est leader mondial, 4350 villes et 320 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire, c'est un chiffre d'affaires, évidemment formidable pour une ETI, mais qui n'est pas à la mesure de tout ce qu'on vient de décrire en termes de puissance et de barrière à l'entrée. J'imagine que vous avez mis en place. Alors nous, on est les pieds dans la terre, hein, donc on y va pas à pas. On n'essaye pas de grossir plus vite que ce qu'on est capable de délivrer avec le niveau de qualité qui est entendu avec nos clients. Et donc, on pourrait prendre beaucoup plus de contrats, mais on prend ceux dont on est sûr qu'on saura le délivrer avec la qualité et dans les délais attendus par les clients. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que derrière les décideurs publics, c'est sur eux que ça retombe, en fait. Enfin, on l'a vu avec l'expérience du Vélib, qui est très intéressante, la façon dont on a brutalement changé d'opérateur. Visiblement, l'opérateur était avait pas forcément les pieds sur terre. Et à ce moment-là, en fait, c'est l'ensemble de la stratégie de la ville qui est remise en cause. Ça casse tout, quoi, en fait. Et puis, les villes sont au service des habitants, au service des visiteurs. Nous, aujourd'hui, on traite plusieurs milliards de transactions par an. On ne peut pas se permettre d'avoir 1 heure de transport en commun bloqué dans une ville, ou les TER en France, ou le stationnement dans la ville de New York ou de Hong Kong. Il faut que ça fonctionne tout le temps. Sinon, vous créez des bouchons, vous créez des queues dans les gares, vous créez des problèmes gigantesques. Donc, il faut que ça tourne. Et donc, pour que ça tourne, il faut qu'on fasse en sorte d'assurer ce niveau de qualité. C'est vous qui gérez le stationnement à New York ? Oui, on gère à New York, on gère à Hong Kong. C'est stylé, New York, quand même. C'est bien. Et j'espère que c'est pas fini. Quand même, non c'est notre plus gros client mondial et on espère arriver à créer cette plateforme. Vous me parlez de la plateforme à New York. On a vendu la plateforme et tous les opérateurs qui vont vouloir s'installer vont devoir se connecter à la plateforme Flowbird qu'on a vendue au service de la ville de New York. Hong Kong, la même chose. C'est chez nous. Ça va valoir des milliards, ça. Qui va piano va sano. Voilà. Non, mais l'objectif, c'est de faire en sorte que les clients de nos clients aient un service de qualité. Nos clients étant les villes, donc il faut que les utilisateurs finaux aient un service de qualité, et les villes seront contentes et réussiront, et nous on réussira avec elles. Et si l'entreprise réussit, les actionnaires réussiront avec. Juste un mot, parce que je voyais que vous vouliez aller aussi sur la mesure de la pollution de l'air, sur la recharge électrique des véhicules. Enfin, c'est pas des éléments de dispersion, ça, justement, dans tout ce que vous venez de me décrire ? Donc, la pollution de l'air, donc on a des équipements qui sont... on a quelque chose comme 400 000 équipements dans le monde. Donc, on a 400 000 endroits où on peut mesurer. Alors, la pollution, quand on dit pollution, ce qu'on recherche, nous, c'est les microparticules qui sont extrêmement dangereuses. Et en fait, on s'aperçoit que vous faites 50 mètres et vous n'avez pas le même taux de pollution. Et donc, si vous prenez une agglomération comme Paris, il y a un nombre de points de mesure qui est trop faible pour être capable d'en déduire soit des actions politiques, soit même de mesurer l'efficacité de vos décisions. Donc ça... Si vous voulez être capable de travailler sur la pollution, il faut bien mesurer. Donc on peut rendre ce service. Ensuite, dans la recharge électrique, si vous regardez, je prends l'exemple de la ville de Londres, on voit que toutes les projections disent qu'il y aura probablement un peu moins de voitures, probablement moins de camions, mais beaucoup plus de camionnettes de livraison. Avec tout le e-commerce, etc. Ces camionnettes, elles vont devenir électriques. Donc Amazon, ils ont à peu près 20 000 camionnettes en Angleterre, elles vont toutes passer à l'électrique. Ces camionnettes, il faut les recharger. Il faut des endroits où vous déchargez les gros camions pour charger les petites camionnettes. Je comprends, Bertrand, Et ça, ce sont les mêmes technologies que les nôtres, d'une part. Et deuxièmement, les terrains sur lesquels vous faites ça, ce sont des terrains qui sont en général dont l'accès est géré par les villes.
c'est les villes qui peuvent décider. Et donc, ce qu'on amène aux villes, c'est non seulement on va gérer les gens qui prennent les bus ou les tramways, non seulement on va gérer les voitures individuelles, mais on va aussi vous aider à gérer ce dispatching de toutes ces camionnettes de e-commerce avec les mêmes technologies. Et c'est important pour vous, parce que si vous ne traitez pas tout, ben vous avez des camionnettes qui sont garées au milieu des rues, les voitures avancent plus, les bus avancent plus. Ah, mais c'est très clairement sans doute l'un des enjeux urbains les plus importants des 20 prochaines années. Ça, voilà. Absolument aucun doute. Et donc nous... mais ça colle avec ce que vous faites aujourd'hui. Ce sont les mêmes clients, ce sont nos technologies, et donc on essaye d'utiliser les technologies pour répondre aux besoins actuels les plus aigus des clients. Merci Bertrand. Bertrand Barthélémy, donc le patron de Flowbird, était avec nous sur Bismart. Bertrand Barthélémy, donc le patron de Flowbird sur Bismart et Sud Radio. On se retrouve demain. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.